Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Revue Dynastie. C'est notre deuxième épisode, je suis accompagné de Frédéric de Natal et d'un invité de Marc qu'il va nous présenter tout de suite. Bonjour Frédéric. Bonjour Enzo. Merci de m'accompagner. Avec plaisir, comme d'habitude. Prince Belosevski, bonjour, merci de nous recevoir dans votre demeure. Alors, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes le descendant des Rurikides, vous êtes également le président de l'Assemblée de la noblesse russe en France, et avec vous, nous allons évoquer le destin et l'histoire fabuleuse, fascinante de votre famille qui se conjugue avec celle de la Russie. Donc ma première question va être celle-ci, pour entrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous rappeler plutôt, quelles sont les origines de votre famille et son rôle au sein de l'histoire de la Russie impériale? Eh bien, tout d'abord, merci d'être là et merci pour cette interview. Voilà, je suis très content de pouvoir parler avec vous et vos auditeurs de l'histoire de ma famille. C'est quelque chose qui est important pour moi, donc je vous remercie vraiment d'être présent. Alors, ma famille, en fait, c'est une histoire plus que millénaire, puisque les Belozerski sont descendants d'un personnage plutôt légendaire, qui s'appelle Rurik. Rurik, c'est un viking qui arrive à l'appel des peuples slaves pour pacifier un petit peu. En fait, c'est des peuples qui se guerroient entre eux, donc en fait, il est appelé. Alors ça, c'est sous forme légendaire, parce qu'il n'y a pas d'écrit pendant 3 siècles. Donc c'est de la transmission orale, et c'est le moine Nestor, un moine sans Nestor d'ailleurs, qui va relater cette histoire 3 siècles après, en 1110, 1111 je crois, dans ses chroniques. Donc on commence à parler de Rurik, donc personnage légendaire. Voilà. Donc il est le fondateur de la dynastie qui va régner en Russie, qui va structurer l'État russe, à partir de l'an 862 jusqu'au XVIe siècle, avec le règne d'Ivan IV. Ivan IV est aussi Rurikide. Alors Ivan IV, on le connaît tous sous le nom d'Ivan le Terrible. Voilà. Et après, c'est vraiment l'histoire de Russie. C'est le premier empereur de Russie, donc un empereur dans notre famille formidable. Donc parmi mes ancêtres, on va citer Saint Vladimir, le saint patron de la Russie. Donc Saint Vladimir, c'est un personnage extrêmement important pour nous, puisqu'il christianise le peuple russe. Voilà, c'est l'origine. Ensuite, on peut parler de Yaroslav le Sage. Alors, je vais être très rapide, on ne va pas s'étaler, parce que ce n'est pas le sujet, mais sur ces personnalités qui sont importantes pour moi, ce sont les grands-ducs souverains de Russie, de la Russe de Kiev, plus exactement. Et donc, alors Yaroslav, il est connu parce que sa fille Anne, épouse le roi Henri Ier de France, et c'est la lignée capétienne dont vous avez, je crois que Henri Ier est le grand-père de Saint-Louis, voilà, si je me trompe, si je ne me trompe. Mais bon, donc voilà, il a d'autres filles, Yaroslav, on en parle moins, qui vont épouser les rois européens, le roi de Norvège à son époque, Harald III, je crois, et puis un autre, c'est le roi du Danemark à cette époque. Voilà. On peut parler de Yuri Dolgoruki, fondateur de la ville de Moscou, voilà. Et encore un autre, un petit dernier, on va parler par exemple de Vladimir Monomakh. On connaît bien ce chapeau, qui est encore exposé dans les musées russes, c'est un symbole, sa couronne en fourrure. Et Monomakh, il tient son nom parce que sa mère était apparentée à l'empereur de Constantinople de Byzance, pardon, qui s'appelait et qui portait le nom de Monomakh. Voilà, en gros. Alors, cette lignée est quand même très intéressante. Donc ça, ce sont nos ascendants. Ensuite, dans l'histoire médiévale de la Russie, on arrive. Notre famille sert ma branche, parce qu'à un moment, on va se décrocher de la branche qui va aller jusqu'à Ivan IV. Donc nous sommes princes de Novgorod, puis de Rostov. En fait, les principautés, alors ils se guerroient entre eux, c'est des déchirements. On devient un jour prince de Rostov, le lendemain, on est prince d'un autre endroit, parce qu'on a perdu quelque chose ou on a gagné quelque chose. Et puis, alors après Rostov, on devient prince de Belozersk. C'est la plus petite principauté médiévale, mais qui a quand même son importance. Elle tient son nom de la position où elle se trouve. En russe,
Bielo-ozero, ça veut dire le lac Blanc. Elle est près du lac Blanc. Le lac Blanc, on peut le retrouver sur une carte, et qui donne, avec la ville de Belozersk à côté. Et donc, les princes vont régner de manière souveraine et indépendante pendant 2 siècles sur la principauté. Voilà, donc ce seront donc les princes de Belozersk, pas Belosselski, on va expliquer après pourquoi le nom de Belosselski arrive dans notre histoire. Et donc on va donc régner de manière indépendante. Une singularité pour notre famille, c'est que le premier prince qui règne sur la principauté, et qui s'appelle Gleb Vassilkovitch, alors c'est le patronyme, c'est le nom Vassilko, c'est parce que son père s'appelle Vassilko, voilà, donc il est Vassilkovitch. Et donc, il est. Alors à l'époque, on est sous le joug des Tatars, des Mongols. Il fallait toujours rendre compte dans la Horde d'Or au Khan qui règne. À cette époque, c'est le Khan Sartak, fils du Khan Batu, lui-même petit-fils de Gengis Khan. Et le Khan Sartak donne la main de sa fille à mon ancêtre, et donc il épouse Fedorova Sartakova. C'est une singularité qui allie notre famille, c'est une singularité dans l'histoire de la Russie, à la dynastie impériale de Gengis Khan. Donc on a cette double ascendance, Rurikide et Gengis Khanide. Alors, par les femmes, bien sûr, donc on n'est pas Gengis Khanide, mais on a du sang, comme on pourrait faire un parallèle avec les Capétiens, avec Anne de Kiev, d'une certaine manière, mais c'est intéressant de le soulever. Après, dans l'histoire de Russie, la Russie va se structurer. Les principautés vont être les unes plus ou moins fortes les unes que les autres, et puis les princes de Moscou, va faire très rapidement, prennent le pouvoir d'une certaine manière, et toutes les principautés de la Russie vont se retrouver vassalisées par la principauté de Moscou, ce qui va amener justement plus tard à l'Empire de Russie. Voilà. Avec on en a parlé tout à l'heure, Ivan le Terrible, entre autres. À partir du début, fin du 15e, début du 16e siècle, donc en fait, nous, on devient des princes. Alors, on nous conserve la titulature, bien évidemment, pour notre histoire, mais on est intégré comme boyards. Alors, boyards, c'est la cour des princes de Moscou, des grands-ducs de Moscou, et on va les servir. On va de toute façon servir cette famille. On va toujours servir les souverains jusqu'à 1917 et au-delà, d'ailleurs, parce que on est toujours très proche des Romanov. Et donc alors la famille va avoir des positions plus ou moins importantes jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, on va faire un grand saut et on va commencer par parler. Alors bon, là, elle a des rôles, rôle militaire dans la Russie, mais pas forcément quelque chose de très prestigieux, très marquant. Donc on va arriver plutôt à mon ancêtre, le prince Michel. Alors lui, en fait, il n'a pas de fortune. C'est un pauvre prince, comme il y en avait beaucoup d'ailleurs en Russie, puisqu'on ne transmettait pas en Russie il n'y a pas de droit d'aînesse en Russie. Donc comme en France, on transmettait la fortune à l'aîné, là, on transmettait à tout le monde, et le titre à tout le monde d'ailleurs dans la Russie impériale. Donc les fortunes se sont défaites. Donc la famille n'était pas fortunée, pas d'argent, donc pas forcément de gloire, mais quand même toujours des positions tout à fait honorables au niveau de la cour, mais toujours près de la cour. Donc Michel, lui, il est vice-amiral. On va aller assez vite. Alors, il va être à un moment donné de sa carrière le chef alors je ne sais pas si c'est le nom chef exactement, mais de l'amirauté, commandant de l'amirauté. Voilà, c'est important. Donc vice-amiral. Et c'est lui qui va, petite histoire le concernant, qui va imposer l'uniforme blanc pour la marine. Voilà, il a fait ça, c'est très bien, c'est très élégant, mais c'est lui qui l'a fait. Voilà. On va sauter très vite à son fils, et c'est là, en fait, le personnage de notre famille, c'est Alexandre. Alors Alexandre, on est dans la période des Lumières, et lui, alors, il se marie une première fois avec une dame
Taklishev. Et puis, il aura un second mariage avec la fille du secrétaire d'État de Catherine II, qui s'appelait Kozycki, et qui est lui-même, ce Kozycki, héritier d'une fortune considérable. C'est-à-dire, on va transcrire les déciatines, c'est les mètres carrés ou les kilomètres carrés de propriété, mais il va transmettre 3000 kilomètres carrés de propriété à la famille, plus des aciéries, plus voilà. Donc la fortune est faite. Donc Alexandre, avec cet argent, alors déjà pour parler du personnage, on va le situer. Ah oui, c'est un intellectuel. Il est écrivain, poète, musicien, mécène de l'art. Il est chargé par la Grande Catherine. Il est ambassadeur aussi à Dresde et à Turin. Il est chargé par la Grande Catherine de lui acheter des tableaux et des œuvres d'art. La Grande Catherine est collectionneuse, on le sait tous, et le musée de l'Ermitage, d'ailleurs, c'est en grande partie les œuvres qui ont été thésaurisées par la Grande Catherine. Et donc, il va lui amener, comme ça, à travers ses voyages, parce qu'il est diplomate, il va lui le ramener, il va les glaner à droite à gauche et acheter pour elle, il va être un de ses acheteurs préférés. Il va lui faire parvenir des tableaux et des sculptures, etc. Alors, c'est vraiment un intellectuel, il est le correspondant, il écrit magnifiquement bien, en langue française, en russe aussi. Alors, il correspond à l'époque avec Voltaire, avec Rousseau, avec Kant, avec Marmontel, avec Casanova. Il y a toute une littérature. On retrouve d'ailleurs des lettres de ces grands auteurs dans leurs publications. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est que mon fils, pour le bac, il a eu un sujet sur une lettre de Rousseau à Beloselski. Ça, il faut le faire avant. Donc voilà, c'est un intellectuel. Et avec son argent, l'argent qu'il a hérité de sa deuxième épouse, il n'a pas hérité, il était avec elle, eh bien, il a fait plusieurs choses. Il a acheté l'île Krestovski à Saint-Pétersbourg. Cette île, elle est incroyable parce ça a toujours été dans l'histoire l'endroit prisé par tous. Aujourd'hui, quand vous achetez dans le centre historique de Saint-Pétersbourg, vous achetez 1 mètre carré à 1, ça vaut 20, la même chose sur l'île Krestovski. Donc la famille est devenue propriétaire de l'île et il y a fait construire une datcha, c'est un petit palais quand même, dont l'architecte était Rastrelli. C'était la maison de campagne. Hein. Et puis, alors Alexandre achète aussi un monsieur qui s'appelle Razumovski. Il achète un bâtiment qui se trouve sur la perspective Nevski et qui deviendra plus tard le fameux palais dont vous avez le tableau ici qui le représente. À Saint-Pétersbourg, à côté du pont Anichkov, un endroit incroyable, d'une beauté incroyable. Pour moi, c'est le plus beau palais à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi d'ailleurs. Mais de Saint-Pétersbourg, il est vraiment magnifique. On en parlera peut-être plus tard. Et alors, il fait partie de l'Académie des Belles Lettres, l'Académie de Saint-Pétersbourg, l'Académie de Nancy, et il a donc il vit sous la Grande Catherine à l'avènement de Paul Ier, quand la Grande Catherine décède, comme finalement Alexandre n'est plus en odeur de sainteté avec la Grande Catherine, Paul Ier, tout ce que sa mère faisait, il faisait l'opposé. Donc Paul Ier va nommer Alexandre comme chambellan, puis conseiller d'État. Par oukase, il va lui autoriser, en souvenir de la souveraineté de la famille sur la principauté de Belozersk, il va lui octroyer le droit pour lui et sa descendance de porter le nom de Belozerski. Et nous devenons, à partir de ce moment-là, les princes Beloselski, les seuls descendants de la principauté, puisqu'il y a eu quand même, après des petites branches comme ça, mais la seule branche subsistante. Voilà. Donc nous portons ce nom, voilà, ça c'est l'histoire. Et puis aussi une petite particularité, c'est qu'à l'époque, Paul Ier a pris sous son aile les chevaliers de Malte qui se sont réfugiés en Russie suite quand les chevaliers ont été... l'île a été envahie par les troupes de Bonaparte qui allaient en Égypte. Et donc les chevaliers de Malte ont été
ont été chassés, on va dire simplement. Voilà. En fait, une partie, ils n'étaient pas tellement nombreux, c'était une centaine de chevaliers de Malte sur l'île. Après, entourés de mercenaires pour les aider à faire le bloc là, contre les Ottomans. Et donc, une partie de ces chevaliers vont rentrer dans leur pays respectifs. C'est tous des aristocrates. Une partie va partir avec Bonaparte sur la campagne d'Égypte, et puis une autre, la majorité, peut-être 40 ou 50, vont aller se mettre sous la protection de Paul Ier en Russie. Paul Ier est déjà le protecteur de l'ordre de Malte. Et donc Paul Ier se fait élire 60 par les chevaliers de Malte, ça c'est l'histoire, 72e grand maître de l'ordre de Malte, et il décide de nommer, il crée 2 prieurés russes, un catholique et un orthodoxe, catholique pour son aristocratie polonaise, qui sont catholiques, et toute la noblesse va rentrer dans le prieuré russe, et on va leur imposer de rentrer, tout le monde va arborer la croix de Malte, et va nommer 12 familles avec une charge héréditaire, des commandeurs héréditaires, avec dans les textes fondateurs, partout et pour les temps éternels. Et Alexandre devient bailli de l'ordre de Malte, et il est donc commandeur héréditaire, le premier de la lignée, à avoir ce droit Bien sûr, ça a un coût, il faut donner un peu d'argent, mais il y en a. Ça. Donc, Alexandre, il a une fille, il faut en parler un petit peu, elle s'appelle Zénaïde, elle a hérité de ses talents en lui. Elle va écrire des opéras, elle est d'une beauté incroyable, elle va ouvrir des salons littéraires, elle écrit aussi comme son père, et elle épouse le prince Volkonski, qui sera, lui, un des décembristes. Donc, à un moment donné, son prince de Marie sera un peu éloigné vers la Sibérie, il ne sera pas exécuté, mais les décembristes, je rappelle, ceux qui ont comploté, et qui contre l'empereur, et elle partira vivre à Rome. Et à Rome, donc sans son mari, et à Rome, elle embrassera la religion catholique. Elle est d'ailleurs, elle a été élevée comme bien heureuse de l'Église catholique. Et donc, elle vivait dans une villa qu'on appelle toujours la villa Volkonski, qui est aujourd'hui la maison d'ambassadeur d'Angleterre à Rome, en Italie. Et elle-même, alors, elle avait dans les jardins de cette villa érigé des stèles et des petits monuments à la mémoire de son père, d'Alexandre Ier, dont elle était la maîtresse. Et on parle, il y a quelques éléments où il y a des échanges dans un livre, Voyage en Russie, d'Alexandre Dumas fils, qui parle d'épisodes comme ça, des relations sous-entendues qu'ils avaient ensemble. Bon, elle était l'amie de Pouchkine, etc. Donc elle avait érigé ces stèles dans son jardin. Une toute petite anecdote, c'est qu'un jour, je me promenais à Rome, je suis passé devant par hasard, et je me suis dit, ce serait trop bête de ne pas rentrer là. Alors j'ai fait un peu de forcing, à vrai dire, parce que le gardien me disait, non, c'est une maison privée, on ne peut pas rentrer. Mais bon, finalement, à force d'insistance, je ne peux pas vous raconter comment, mais l'épouse de l'ambassadeur était là, elle arrive avec des bottes, un râteau à la main, elle est en train de faire du jardinage, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je lui explique, je lui dis, écoutez, cette maison, c'était une maison de famille, je voudrais vous demander une faveur, c'est de pouvoir aller au moins visiter ce jardin, parce que pour moi, c'est important, j'ai des livres qui expliquent tout ça. Catastrophe, les stèles, tout entassées les unes sur les autres, et avec comment ça s'appelle, toutes les écritures effacées, c'était un drame. Mais pour des Anglais, quand même, qui aiment bien les beaux jardins, ils auraient pu garder ça, ça aurait été superbe. Et j'étais là désespéré, et puis il y a un monsieur qui arrive, et qui était le jardinier de la villa, et qui vient me voir, et qui me dit, écoutez monsieur, ne bougez pas, j'ai quelque chose pour vous, j'ai entendu ce que vous expliquiez, et puis il s'en va. Puis il revient avec un petit livret comme ça, il me dit, écoutez, moi ça fait 40 ans que je travaille dans la propriété, et il y avait un ambassadeur à une époque, 20 ans, 30 ans avant, à l'époque où les stèles étaient encore bien placées, qui s'est intéressé à ces monuments, qui les a dessinés, qui a retranscrit et il me dit, écoutez, c'est pour vous. Alors là, je vous le dis, j'en ai encore des frissons. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que le gardien, à l'entrée, m'avait dit, quand je me suis présenté à la fin, de manière entière, je veux visiter avec des propos un peu véhéments, il m'a dit, vous
seriez la reine d'Angleterre, ne rentriez pas. Alors j'étais tellement heureux en sortant, parce que non seulement la reine d'Angleterre ne peut pas rentrer dans un territoire anglais, mais moi j'y rentrais, et puis voilà. Puis après, dans la foulée, j'ai été près de la fontaine de Trévis, où elle est enterrée, pas dans la fontaine, mais vous avez en face une église qui s'appelle Saint-Vincent-Saint-Athanas. Et dans cette église, il y a une petite chapelle où elle est enterrée, il y a sa sœur aussi, et voilà, c'est un endroit où je peux me recueillir, et ça c'est mes liens avec la ville de Rome. Point. Je continue sur mes ancêtres. Donc, Alexandre aura un fils qui s'appelle Esper. Alors, Alexandre, lui, il était dans l'armée au début, mais bon, il a une carrière plutôt diplomatique. Là, on va commencer à parler des militaires. Ils vont tous être généraux. Vous allez voir, dans ma famille, ça c'est... donc, le suivant, c'est donc son fils, Esper, qui va hériter de son père, et donc qui va... donc être à l'initiative pour la construction du palais. Alors lui, il est général-major, voilà, et donc bon, il dirige certains, comme dans toute la famille, donc il est chef, il s'occupe des chemins de fer, comme ça, il a des positions assez importantes. Bon, la famille est riche, donc en fait, ça aide quand même pas mal. Et donc ils sont toujours très proches des empereurs. Et donc lui, il va mourir assez jeune, il va épouser, il aura une épouse c'est elle qui reprendra à sa charge la construction du palais, le fameux palais Belosselski à Saint-Pétersbourg, qu'aujourd'hui on peut visiter. Et donc Alexandre n'y vivra jamais, et son fils Esper non plus. Celui qui vivra vraiment, qui va en jouir au quotidien, c'est mon arrière-grand-père. Là, lui, le palais est construit, et mon arrière-grand-père, c'est Constantin. Alors Constantin, il est général-major, il est à un moment donné dans sa vie l'aide de camp du jeune Alexandre, qui deviendra Alexandre III, il est son aide de camp. Et puis après, il deviendra général-major, aide de camp général de Nicolas II, très proche de la famille impériale. Il organisera dans ce palais des soirées somptueuses jusqu'à presque ruiner la famille. À un moment donné, dans l'histoire du palais, on peut le dire, le palais sera vendu à la famille impériale, c'est-à-dire qu'en 1880, quelque chose comme ça, le palais nous allons perdre la jouissance du palais, parce qu'il faut remettre de l'argent dans les caisses, il est tellement dépensier. Et donc c'est l'empereur qui va payer, et le palais s'appellera, à partir de ce jour, le palais Sergievski, qui sera repris par le cousin du tsar, Nicolas II, Serge Alexandrovitch. Voilà, mais on lui dit fais attention quand même de ne pas dépenser trop d'argent, donc voilà. Alors, il a 5 enfants. Alors, je vous parle de ma famille comme ça, parce que c'est important de la situer après dans la Russie impériale, juste avant la Révolution de 17. Pour parler peut-être après, je ne connais pas vos questions, mais après sur peut-être le départ et l'émigration. Donc voilà, il a 5 enfants, il a 3 filles et 2 garçons. Et là, on va parler de ses enfants. On va commencer par les filles. Il faut toujours parler des filles en premier, des femmes en premier, il me semble. Un avis assez personnel. Mais là, j'aime bien. Vous voyez, tout à l'heure, derrière moi, il y a les photos des princesses. Oui, vous êtes bien entouré. Il n'y a pas trop celle des garçons. Et donc, alors, la première, c'est Olga. Sa fille Olga. Alors, Olga, elle va épouser le prince Vladimir Orlov. Alors, je dis bien le prince, parce que la famille Orlov, elle est connue comme famille comtale, mais il y a une branche qui a été titrée prince, c'est la seule, et c'est la famille de Vladimir. Vladimir, par alliance, c'est mon arrière-grand-oncle. Lui, il a son père qui était ambassadeur de Russie en France. Voilà. Un lien avec la France, avec cette branche-là. Donc, Vladimir, il est le chef de la maison militaire de Nicolas II. Vous allez voir, voilà, on va expliquer un petit peu toute cette
mon grand-père et ses frères et sœurs, voilà, on va expliquer leur situation, leur position dans la Russie impériale. Donc, elle épouse donc le prince Orlov, donc chef de la maison militaire. Orlov, c'est un gros monsieur. Là. Il avait il adorait les voitures. Il avait une collection de voitures. Et les premières automobiles arrivent à cette époque. Et alors, on se moquait un peu de lui autour de l'empereur. On disait on l'appelait le chauffeur. On ne le disait pas, mais parce que il était le seul. Et quand il y avait une voiture qu'il fallait emmener l'empereur Nicolas II quelque part, il n'acceptait que quiconque autre que lui conduise la voiture. Donc, on le voit d'ailleurs représenté sur les voitures. Il est tout fier. Puis après, en France, il a émigré en France. Il vivait au château de Bellefontaine et il avait une collection de voitures incroyable. Voilà. Beaucoup de Rolls, il met ça, je crois. Donc, ça c'est Orlov, chef de la maison militaire Et alors, ils ont eu avec ma grand-tante, la sœur de mon grand-père, un fils, le prince Nicolas Orlov, qui a épousé une princesse Romanov, une princesse de Russie. Et puis, malheureusement, la descendance, il n'y en a pas eu. Il y a eu après, ils ont eu une fille, et puis la fille a adopté un jeune homme russe, qui lui a donné son nom, mais pas forcément, pas le titre, bien évidemment. Donc ça, c'est pour les Orlov. Après, la deuxième sœur, c'est Hélène. Alors, Hélène, elle épouse le prince Kotchoubé, une grande famille russe. Ils sont connus en Ukraine, ils avaient cette propriété décriée dans les poèmes de Pouchkine qu'on cite aussi qui s'appelle Dikanka. J'ai des photos de cette propriété, je pourrais vous la montrer tout à l'heure. J'ai des vieilles photos de l'époque, incroyables. Et donc Kotchoubé, qu'est-ce qu'il est? Le prince Kotchoubé, Victor Kotchoubé, il est le directeur des Appalaches de Nicolas II. Alors, c'est quoi en fait, ce serait aujourd'hui l'équivalent de secrétaire d'État aux finances, en gros. En fait, son rôle, c'était de gérer l'argent qui était remis à la famille impériale, c'est-à-dire au sens large du terme, au grand-duc et au prince. On avait un peu, au début, tout le monde était grand-duc, à la fin, on avait un petit peu... on avait changé les règles parce que ça coûtait trop cher. Voilà, c'était vraiment ça. Donc, quand on était grand-duc, on avait tant, on avait droit à tant. Quand on était prince, on avait droit un petit peu moins. Ce qu'on appelle les fameuses listes civiles, voilà. En soi. Exact. Donc, alors, elle est mariée à ce monsieur. On parlera après de l'immigration, certainement. Kotchoubé est général-major. Orlov est général-major. À la suite ils sont tous généraux, ils commandent tous des régiments de la garde impériale, la plus prestigieuse, et la garde à cheval en particulier. Et la troisième fille, donc la troisième sœur, c'est Maria, elle épousera un baron balte qui s'appelle von Hartmann, qui est général-major, et qui commande aussi un régiment de la garde à cheval. Alors la garde à cheval, c'est ceux qui portent le casque avec l'aigle absolument incroyable, c'est magnifique, l'aigle au-dessus du casque. Et puis mon grand-père, Esper, voilà, on arrive aux choses qui me touchent personnellement. Esper, il n'est pas comme les autres, lui, il est officier de marine impériale, mais il va servir sur les yachts impériaux, donc il va être toujours très proche de la famille impériale. Il est donc ça c'est bon. Alors la famille est aussi va faire la promotion du sport en Russie. Vraiment, c'est très important. Et donc sur l'île Krestovski, qui est notre propriété, on va créer le premier yacht club de Saint-Pétersbourg. Et puis on va faire venir le polo. On est les premiers à faire venir le polo. Il y aura des matchs de polo sur notre île. Voilà. Et puis Serge et Esper, mon grand-oncle, mon grand-père, vont faire partie, vont être moins des sportifs accomplis. Serge plutôt dans les sports équestres, mon grand-père sur les bateaux, bien évidemment, c'est un marin. Et donc Serge va représenter la Russie dans le comité international olympique auprès de Coubertin. Et puis il va participer aussi aux compétitions de sport équestre. Et mon grand-père a participé d'ailleurs aux compétitions au niveau des Jeux Olympiques de Stockholm en 1912, et il a gagné une médaille. Il est sur les médailles de bronze sur les voiliers de 10 mètres en équipage. Voilà, donc c'est vraiment des promoteurs du sport.
Donc voilà. Et puis alors, donc il vivait sur cette île. D'ailleurs, Krestovski, à la fin, tout le monde avait son petit pavillon ou quelque chose. Et puis une particularité de l'île, c'est qu'il y avait sur les comment dirais-je, le nom des rues portait les prénoms de chacun. Donc, à la Révolution de 17, la perspective, la grande avenue de cette île s'appelait la perspective Belosselski. Ça a été rechangé par les soviétiques en perspective Krestovski. Mais après, les rues qui portaient les noms de famille, les prénoms, bon, ça ne dérangeait pas. Donc aujourd'hui encore, on a ces prénoms. Et comment, donc là vous avez dressé le portrait de votre famille, mais est-ce que vous, en tant que descendant, vous avez un souvenir particulier peut-être à nous évoquer justement à la suite de cette transmission, peut-être souvenir d'enfance ou... Alors, c'est compliqué de parler de transmission de souvenirs. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que il y a eu effectivement le départ de la Russie à un moment donné. Mais on va dire que tout le monde va décéder dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire que mes arrière-grands-parents vont décéder en 1920, tous les deux, et mon grand-père en 1921. Donc pour une transmission de souvenirs, c'est un peu compliqué. Alors, mon grand-père, ma grand-mère, mon père et son frère sont partis avec leur niagne. La niagne, en russe, c'est quelque chose de très important, c'est la nurse. C'est-à-dire la personne qui s'occupe des enfants. Pour la petite histoire, cette dame, elle avait un fiancé en 1917. Et pour vous dire que ces personnes étaient toujours attachées à nos familles, elle a choisi de partir avec nous. Et ça, c'est la mémoire, en fait. Alors, c'est la mémoire proche. Voilà. Alors, sur la transmission. On revient à la transmission. Donc, en fait, la mémoire d'un grand-père, d'un arrière-grand-père disparu très vite pour mon père, ça va couper court à certaines choses. Mais après, oui, on a quelques souvenirs. Moi, quand j'étais enfant, je regardais les gravures. J'avais une gravure qui est ici, on peut aller la voir, d'Alexandre, avec tout ce qu'il faisait, tous ses titres, etc. Ça me faisait un peu rêver, je regardais ça. Voilà. Donc, alors, il y avait ça, il y avait bien sûr les icônes, mais je ne savais pas trop. Il y avait les membres de la famille qui passaient et qui ont disparu depuis longtemps. Je pense à la princesse Kochubé encore, qui venait à la maison, etc. Moi, j'ai eu en héritage un petit traîneau comme ça, qui a été, que je vais vous montrer tout à l'heure d'ailleurs, si vous voulez. On sait que Pierre le Grand était vous savez, il aimait bien travailler de ses mains, il avait un atelier, des outils, il faisait plein de choses. Donc il a donné à mes ancêtres un petit objet qu'il a fabriqué de ses mains, que j'ai toujours, qu'on a transmis comme ça de génération en génération. Alors voilà, des souvenirs de cet ordre. Après, bon, il y a ce bal avec les photos, parce que les photos aussi, ce sont des souvenirs. Après, on va fantasmer les choses. Si on ne vous les transmet pas par l'oral, ben vous allez les accaparer et vous les approprier avec votre Ça a été un drame pour votre famille, la chute de la monarchie en 1917, parce qu'elle l'a vécu comment, elle, de manière générale? Parce que l'histoire de la transmission, c'est une chose, de génération en génération, mais est-ce qu'elle a été mortifiée de voir tout un régime tomber d'un coup, et comme tout le monde, comment a-t-elle survécu par la suite? Ouais. Et comme tout le monde, ça a été un drame pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a ceux qui croyaient, qui ne croyaient pas à la chute. Bon, là, on l'a tous constaté. Mais je pense par contre à l'assassinat des Romanov. Même la mère de Nicolas II n'y a jamais cru, c'est ça. Non, elle disait, il est quelque part. Ça a été un drame pour tout le monde, oui, bien sûr. Et de perdre ça. Alors moi, ma famille, c'est quand même une partie de ma famille est restée. Il y a eu quand même la guerre civile jusqu'en 1921. Les jeunes, ils y ont été. Hein, ils sont partis, ils se sont engagés. Bon, ils faisaient partie des armées blanches. Ils ont eu des positions importantes aussi à ce niveau-là. Ils n'avaient pas des commandements, mais ils avaient des commandements, oui, mais ils n'étaient pas décideurs, on va dire, dans cette. Mais bon, il y a par exemple le maréchal Mannerheim, qui deviendra le premier président de la Finlande, qui était un ami de la famille, qui venait jouer au polo sur l'île Krestovski. Et donc, je sais que le frère de mon grand-père est parti le voir pour essayer de le convaincre
à un moment donné, que les Finnois rallient un petit peu, viennent aider à reprendre Saint-Pétersbourg. On n'est pas très loin. Et puis finalement, Mannerheim, lui, il voyait qu'en fait, on avait réussi à, comment ça s'appelle, avoir l'autonomie de la Finlande, en tout cas. Donc il a hésité. Puis non, voilà. D'ailleurs, Mannerheim avait fait ses classes au carré noir de Saumur avec le frère de mon grand-père. C'était des cavaliers émérites. C'était vraiment qui se sont connus là. Et parmi tous les portraits de famille qu'il y a au sein de votre dynastie, je crois qu'il y a un personnage central dont vous aimeriez nous évoquer la figure. Vous voulez parler du général Skobelev? Absolument, tout à fait. Ah oui, alors ça c'est vraiment une personnalité de notre famille très importante. Alors qui est Skobelev par rapport au Belosselski? Alors mon arrière-grand-mère, l'épouse du prince Constantin Esperovitch, est née Skobelev. Donc elle est issue d'une famille de généraux. Son père était général, son grand-père était général. Ils ont participé même aux batailles napoléoniennes, à toutes ces grandes batailles. Donc c'est une famille vraiment d'officiers supérieurs de l'armée impériale. Le père de ma grand-mère a perdu un bras à la bataille, il a perdu 2 doigts, et dans les armes de famille, ils ont été anoblis. Ils ont, c'est une main avec 3 doigts, les 2 doigts qu'il a perdus, etc. C'est très drôle. J'ai vu cette armoiries pas loin à la forteresse Pierre-et-Paul. Je les ai vus quelque part apparaître. Je l'ai pas relevé. Là où celles d'ailleurs sont enterrées, la majeure partie des tsars et des tsarines de la famille impériale Romanov. Donc, ce personnage Skobelev, déjà, alors c'est le frère ce général Skobelev, c'est le frère de mon arrière-grand-mère, qui a d'ailleurs elle-même ils ont 2 autres sœurs, l'une qui va épouser le comte Sheremetyev. Le comte Sheremetyev, la famille Sheremetyev est très connue, c'est une famille très influente, descendante aussi des Romanov, apparentée aux Romanov, et aux Yusupov, d'ailleurs, des familles très connues. Et l'autre sœur, c'est Zénaïde, qui va épouser Maximilien ou Eugène. Alors c'est Eugène, je ne me trompe pas, duc de Beauharnais, prince Romanovski, et elle est aussi titrée, parce que les Leuchtenberg sont en fait à l'origine des Beauharnais, donc elle est aussi comtesse de Beauharnais. Elle devient comtesse de Beauharnais, et quelque chose de très rare dans l'histoire de Russie, elle reçoit le prédicat d'Altesse Sérénissime. Je crois que ça a été donné 4 fois dans l'histoire de Russie aux princesses. Voilà. Donc ça, c'est la sœur. Alors, il y a des photos d'elle incroyables qu'on arrive à revoir, où elle rapporte des parures avec des bijoux incroyables, les pierres, comme on peut voir dans les musées russes, parce que la Russie a fourni des pierres précieuses. On les voit d'ailleurs sur toutes les icônes. Voilà. Donc elle est vraiment. Elle a été photographiée par Nadar, personnalité très importante dans notre famille, mais surtout, je reviens à son frère, le général Skobelev. Alors, il est mort à l'âge de 39 ans. Mais à 39 ans, il a déjà un parcours extrêmement complet, avec énormément d'implications dans les guerres. Et il est connu pour la conquête de l'Asie centrale, mais aussi pour des événements où il a participé pendant la guerre russo-turque en 1877-78. C'est un personnage qui était toujours habillé de blanc. On l'appelait le général blanc. Il a été habillé dans un uniforme blanc, sur un cheval blanc, à la tête de ses troupes. Imaginez, toujours en tête, on va le viser lui le premier. Et il avait peur de rien. Il n'a jamais été vraiment inquiété par ça, puisqu'il est mort dans son lit à 39 ans. Alors on pense qu'il a été empoisonné. Sa carrière, qui a été fulgurante, très rapide, comme sa vie, finalement, a créé beaucoup de jalousie. On pense qu'il a été empoisonné. Voilà. Mais alors, parmi ses exploits militaires, alors lui, il sabrait tout sur son passage. Hein. Et pendant la guerre russo-turque, femmes, enfants, tout le monde y passait. C'était terrible. Mais il a libéré c'est lui qui a libéré qui a participé, mais pour les Bulgares, c'est lui qui a libéré le pays, qui va structurer le pays, qui va lui donner son autonomie, qui va sortir Alors en Bulgarie, Sofia, il est vénéré encore aujourd'hui. Il a les rues, les musées qui portent son nom, etc. Donc voilà. Je voulais faire un petit hommage en parlant de lui, parce que c'est important. Puis mon rôle à moi, je suis là pour parler de ma famille, mais pour faire un peu rappeler la mémoire des uns et des autres,
comme on dit quand on est à l'église, on enterre quelqu'un, on dit mémoire éternelle. Et bien voilà, pour la mémoire de mes ancêtres, j'aime bien mettre en avant certains personnages, dont lui, qui est quand même une personnalité qui a marqué l'histoire de la Russie. Ça veut dire que vous êtes le gardien de vos traditions, et Absolument. je crois d'ailleurs qu'Enzo souhaitait vous poser une question sur d'autres personnages de votre famille. Oui, tout à fait. Quand vous avez, entre autres, après toute cette illustre famille, deux personnages qui sont chers à vos yeux, ce sont vos parents, votre père, votre mère. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus justement de vos parents? Mon père, Georges Esperovitch, le fils donc, de mon grand-père, celui qui était marin, officier de marine impériale, eh bien, a émigré. Alors, on va parler de l'émigration, on est obligé d'en parler un petit peu. Il est parti de la Russie avec ses parents en 1917. Mon grand-père, à cette époque, était gouverneur de la ville de Torneo, près de la Finlande. Donc, ils sont partis, pour eux, assez facilement. Ils ont quitté la Russie. Et donc, lui, à cette époque, mon père est né à Saint-Pétersbourg en 1913. Voilà, donc ça fait quand même de lui quand même un personnage aussi de la Russie impériale, d'une certaine manière, parce qu'il est né là-bas, et baptisé d'ailleurs à l'église des sapeurs de la garde impériale. Donc avec toute la famille s'en va, et donc mon père, son frère et ses parents vont arriver en France. Ils vont vivre dans un hôtel qui existe encore, qui s'appelle l'hôtel Roblin, qui est derrière la Madeleine. Ils vont vivre là jusqu'au décès de mon grand-père, qui va mourir en 1921. Donc, une année auparavant, mes arrière-grands-parents sont décédés. Ne reste que Olga aussi, la princesse Olga Orlova va décéder en 1923. À vrai dire, comme ça, la famille va disparaître vraiment dans une période très courte. Et donc mon père et son frère sont avec leur mère, bien évidemment, ma grand-mère. Et ma grand-mère va très vite se remarier. Et elle va épouser un colonel, cette fois-ci, descend d'un cran, un colonel de la garde impériale. Alors quand même, bon, il y a quand même un héritage, parce que ma famille avait été quand même assez fortunée. Donc ma grand-mère part avec une somme d'argent, voilà, qui lui permet de vivre normalement avec ses enfants. Et donc c'est l'héritage qu'elle touche de l'arrière-grand-père et du grand-père. Et la plus grosse partie, c'est aller au frère de mon grand-père qui survit. Et elle va épouser ce colonel. Alors à l'époque, ce colonel, lui, il n'a pas d'argent. Et comme tous les émigrés, il faut trouver du travail. Donc pour la petite histoire, il balayait la cour de manière très digne. Parce qu'on a parlé du chauffeur de taxi, mais à un moment donné, toutes ces personnes, il y avait des princesses qui faisaient des ménages. Il fallait vivre dans l'émigration, c'est quelque chose de terrible. Donc il balayait la cour des usines Citroën, qui ne sont pas très loin d'ici. Oh, quelle aubaine! Il épouse ma grand-mère, en deuxième noce pour ma grand-mère, et puis ils partent avec mon père et son frère, ils vont vivre en Finlande, en Carélie, pas loin de Viborg. Et mon père va y vivre, va y faire toutes ses études. Mon père parlait 7 langues, donc il parlait déjà le russe et le français par la licence. Ses parents parlaient le français, donc ses parents lui parlaient français. C'était la tradition de parler le français dans nos familles. Et puis il a appris le russe avec les domestiques. Parce que, voilà, quand on est enfant, on est surtout en contact avec les domestiques. Et donc il va partir en Finlande. Et puis son beau-père, et pour lui, selon ce que je sais, tyrannique, c'est-à-dire c'est un militaire, il va élever ses 2 enfants de manière à dure, on va dire, voilà. Et même s'ils vivent alors là-bas dans une très belle propriété, l'argent a permis de redorer le blason du colonel Tselebrovski, c'est son nom. Et donc mon père ne s'y sent pas très bien. Il est à l'âge de 21 ans, il va s'émanciper. Et puis comme nous avions de la famille, les princes Kochoulet vivaient encore en France, il décide de partir en France dans sa famille. Donc il va
arriver à Paris. Et donc, il va parce qu'il y a cet engagement toujours dans la famille. On est toujours engagé dans quelque chose. Ça, c'est le rôle, conscient ou inconscient, on est toujours attiré par ça. On doit toujours s'affirmer dans ses engagements. Et puis, il y a ce côté militaire. Donc, mon père va faire l'armée française, va rentrer dans l'armée française. Et puis la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, commence et mon père va être mobilisé. Il sera officier pendant la Seconde Guerre mondiale, il aura la grade de capitaine. Et donc voilà, c'est son engagement, voilà, il est là. Et puis il est fait prisonnier, il part en captivité, il parle plusieurs langues, donc on va l'utiliser comme traducteur, interprète, etc. Démobilisé, il rentre dans la résistance. Donc voilà, il s'engage. C'est un engagement, toujours l'engagement. C'est-à-dire, on a dit qu'il a perdu ses parents, son grand-père. Sur la transmission, ma grand-mère était moitié française, moitié luxembourgeoise. Donc voilà, donc ça a aidé un petit peu. Donc il fait son armée. Donc lui, il s'est engagé vraiment. Et puis après, il a suivi dans ses idées. Les idées du général de Gaulle, donc c'est un gaulliste vraiment convaincu, bon, c'est comme ça. Et donc, à la démobilisation, il a continué à être soldat, il a servi à l'école militaire pour faire des traductions, il a été pris comme officier-interprète. Pour revenir sur l'histoire de famille avec mon père, parce que lui, il faut savoir que pendant cette période, lui, il arrive en France, les Soviétiques envahissent la Carélie. Et donc, son frère qui est resté là-bas a juste le temps, quand il apprend que les Soviétiques arrivent, d'enterrer les quelques biens, fait un trou, cacher un trésor. Il prend son blouson, les soldats sont pas loin, il prend 2 icônes, dont celle qui est ici, et il court avec son blouson et ses icônes, et voilà, on s'enfuit. La famille va perdre une deuxième fois. Je dis la famille, c'est ma grand-mère, c'est quand même la vie de mon père, va perdre une deuxième fois la totalité des biens qui sont... Donc pour mon père, c'est aussi un traumatisme, on va dire. Il est brinque-ballé, il perd son père, il a son beau-père qui est un peu tyrannique, mais on repère tout, donc ça déstabilise quand même pas mal. Donc pour lui, la France, ça devient son l'Eldorado, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment et d'ailleurs, mon père va nous dire toute sa vie, nous sommes français, il faut rester français. On ne renie pas nos origines, mais voilà, nous sommes français. Donc il va rencontrer ma mère dans la communauté russe de Paris. Voilà. Et je voudrais parler un petit peu de la famille de ma mère, parce que c'est aussi intéressant quand on raconte l'histoire familiale de ma famille paternelle. On a parlé des collatéraux, tout à l'heure on a parlé des Orlov, etc. Alors pourquoi pas parler aussi, surtout, pour moi c'est très important, la famille de ma mère. La famille de ma mère a son importance, parce que dans la communauté russe à Paris, ils avaient un rôle très important. Voilà. Donc alors, la famille de ma mère, ce sont les Ryabushinsky. Tout le monde connaît les Morozov. On a une exposition magnifique des Morozov à Paris avec tous les tableaux, etc. Dans la famille Ryabushinsky, c'est un petit peu pareil. C'était des mécènes de l'art, des collectionneurs. C'était des vieux croyants. Alors les vieux croyants, ils étaient persécutés en Russie. C'était vraiment les orthodoxes, des orthodoxes, quoi. C'était comme ça. Mais ils avaient cette particularité, c'est qu'ils étaient très soudés. Donc c'est des gens qui ont fait des affaires et qui ont bien réussi parce qu'ils avançaient tous de front. Alors ils étaient marqués en rouge. Donc la famille de ma mère était marquée en rouge dans l'encyclopédie soviétique comme un faveur du peuple. Aujourd'hui, ils en ont fait des films et des feuilletons à la télé pour montrer la réussite de la famille. Pour la petite histoire, c'est une fortune qui part d'un passage de bac à l'époque. Pierre le Grand veut passer la Volga, il y a un passeur, c'est mon ancêtre maternel. Il va le faire traverser sur la Volga, et puis
Et puis ils vont échanger, et puis Pierre Le Grand le trouve très érudit, très intéressant, il va lui donner de la terre, et de cette terre, ce sera le début, il saura comment la gérer, et c'est le début d'une fortune considérable. À la Révolution, ils sont dans le top 10 des plus grosses fortunes. Donc ils sont à la tête de la Banque de Moscou, d'usines. C'est eux qui vont créer la première usine automobile en Russie juste avant la Révolution. Cette usine, reprise par les Soviétiques, va construire la fameuse voiture ZIL. Ils vont être mécènes de l'art, ils vont vivre dans des maisons incroyables, des petits palais, des hôtels particuliers, principalement autour de Moscou. Il y a une maison incroyable, c'est celle du frère de mon arrière-grand-père maternel qui a été après la Révolution habité par Gorky, tout, mais bon, c'est une maison construite par l'architecte Chactel, Art Nouveau, incroyable, avec un escalier qui part dans tous les sens. C'est une maison qu'il faut visiter quand on va en Russie. Il y a un petit musée sur la famille dans l'ancienne chapelle, parce qu'il y avait toujours une chapelle dans la famille très, très croyante. Et donc, alors cette famille, donc c'est celle de ma mère. Et mon arrière-grand-père était marié, d'ailleurs, ça c'est le lien avec l'aristocratie, avec une descendante des princes Ténichev, qui était elle-même, mon arrière-grand-mère, demoiselle d'honneur des impératrices avec sa sœur. Voilà. J'ai une photo d'elle, d'ailleurs, on pourra la regarder tout à l'heure en habit de cour, et cette photo est magnifique. Voilà, donc c'était une famille aussi qui a donné beaucoup de personnalité dans les ballets russes. Donc une danseuse, une peintre qui a peint quelques tableaux qui sont ici, publicité par Alexandre Benoît, et voilà. Mon arrière-grand-père dans l'émigration, donc s'il était un scientifique de renom, membre de l'Académie, pas membre de l'Académie des sciences, mais correspondant de l'Académie des sciences. Il a travaillé surtout pour le musée de l'air et puis pour l'aviation. C'est un des pionniers de l'aviation, avec Sikorsky aussi. C'est lui qui a inventé les premières souffleries. Voilà, il a fait beaucoup de choses. Et dans l'émigration, il avait un rôle très, très important, puisqu'il il est président fondateur de l'association pour la conservation des valeurs culturelles russes à Paris. Cette association existe encore, et donc ça c'était très important pour lui. Donc voilà, pour moi, j'ai navigué dans l'enfance avec ces deux familles, et c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil sur la famille de ma mère, qui a aussi une importance. J'ai les tableaux, et puis donc voilà. Donc il avait 3 filles. Dimitri Pavlovitch Ribouchinski, c'est son nom, et dont ma grand-mère maternelle, parce que le père de ma mère, lui, venait de Crimée, et lui, il s'est battu avec ses frères dans les armées de Wrangel. Voilà, il y a toute cette histoire. On essaie de retrouver un petit peu le puzzle que je suis en train de vous mettre sur la table. J'espère que on arrive un petit peu à suivre, mais bon, c'est important de parler de Ribouchinski, voilà. Et moi, quand j'étais enfant, j'allais chez lui, il y avait comme tous les scientifiques, il y avait plein de choses, des manuscrits. C'était un peu le désordre à la russe, comme on dit, parce que chez les Russes, tout est en désordre, on s'y retrouve toujours. Donc voilà, donc il y avait ce passeur, je reviens sur le passeur de la Volga, très vite, je vais être très rapide. Et donc cette fortune est faite, mais à un moment donné, la fortune est faite, et mon arrière-arrière-grand-père se retrouve il a juste un frère, il se retrouve à la tête d'une fortune considérable, et son frère n'est pas marié, lui il n'a que des filles. C'est une petite anecdote que je vous raconte. Et il décide de marier son frère, comme on pouvait le faire à l'époque. Donc il se dit, moi j'ai 5 filles, donc ma vie est faite, j'ai beaucoup d'argent, mais cet argent-là, on ne veut pas le donner aux filles. Elles ont fait de très belles études, mais à l'époque, on veut les donner à un garçon. Et mon frère, qui est jeune, qui n'est pas marié, je vais aller dans les grandes villes faire le tour de la Russie pour trouver une épouse qui me convienne, pour pouvoir que mon frère ait un fils, et qu'on transmette la fortune à ce fils, et qu'il puisse faire évoluer les sociétés, etc. Il s'en va à Moscou, partout. Il arrive à Saint-Pétersbourg, et là, il rencontre une jeune fille qui a 20 ans. Lui, il doit en avoir pas loin de la cinquantaine, et il tombe follement amoureux de cette jeune fille. Pardonnez-moi. Et elle aussi, c'est vrai. Alors, elle est beaucoup plus jeune, elle a une beauté incroyable. Elle a les yeux d'un bleu translucide et tout. Il va l'épouser, elle va lui faire une dizaine d'enfants. Voilà, et quand lui mourra, elle mourra aussi de chagrin. C'est vraiment une histoire. De
de ses enfants, elle aura aussi des fils, et c'est ses fils qui vont briller dans l'histoire de l'avant. Donc elle va se faire une petite anecdote, je suis désolé, je pars un peu comme ça dans les... Moi j'ai chanté pendant 20 ans dans un chœur de l'église, voilà, comme tous les Russes chantent. Enfin, c'est magnifique les chants d'église russe, je ne sais pas si vous avez déjà Absolument, oui. écouté ces chants où on a la chance d'avoir les compositeurs les plus incroyables pour la liturgie, Rimsky-Korsakov, Tchaïkovski et d'autres. Ils ont tous participé à l'écriture de la musique liturgique. Alors, vous nous avez évoqué toutes les figures de l'immigration blanche qui restent aujourd'hui un sujet excessivement fascinant pour les Français. Vous êtes vous-même le président de l'Assemblée de la noblesse russe en France. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous expliquer en quoi cela consiste? Et autre question auquel tout le monde s'attend, puisque la monarchie des Romanov fascine encore aujourd'hui les générations, ou en tout cas ont fasciné les générations à travers les siècles. Est-ce que vous pensez que l'institution impériale peut un jour être restaurée en Russie? Alors, l'ANRF, l'Assemblée de la noblesse russe en France. Bon, il existe en France depuis 1920 l'Union de la noblesse russe. Alors ça, c'est donc les émigrés blancs de la Russie, blancs, ont créé, se sont regroupés, les aristocrates, dans cette union en 1920 de mémoire. Alors, l'Assemblée de la noblesse russe en Russie existe depuis la chute de l'Union soviétique. Au démarrage, alors, ça s'est calqué un petit peu sur ce qui existait dans la période impériale, avec des assemblées de la noblesse régionales. Voilà. Où il y avait, dans chaque région, un maréchal de la noblesse. Il faut savoir que la noblesse en Russie, c'était une noblesse, il y avait une table des rangs, et alors il y avait les grandes familles historiquement descendantes de Rurik, de Guédimine, donc issues de souverains, mais autrement, tous les princes, les titres qui ont été attribués à partir de la Grande Catherine, et puis les comtes plus tard, et puis tous les gens qui avaient la noblesse non titrée, il y en a beaucoup en Russie, l'ont acquis par le mérite. Souvent. Un fait de guerre pour devenir prince, je ne sais quoi, donc c'est pour ça qu'on a dit à un moment, on secoue un arbre, il y avait un prince qui tombe. Non mais ça a été, je l'avais lu ça, c'est pour ça, les princes, recrudescence de princes russes, j'avais vu. Et donc, voilà, donc en fait, la noblesse russe, nous étions très nombreux à la chute de l'Union. Beaucoup sont restés, ils ont laissé la vie à la Révolution, mais il y a beaucoup de gens qui ont gardé ça en Russie. Et donc il y avait dans chaque région un maréchal de la noblesse. Son rôle, c'était d'enregistrer. C'était l'enregistrement. Mais il fallait souvent que ça passe aussi par le Sénat, que soit entériné, etc. C'était vraiment très suivi et par cette administration. Donc après la chute de l'Union soviétique, de cette façon-là, des structures un petit peu partout en Russie ont émergé sur la noblesse. Des gens qui ont dit « mais moi aussi, mon père, mon grand-père, etc., on a caché ». Et puis ils sont regroupés. Et puis à un moment donné, il a fallu fédérer tout ça. Et une assemblée est sortie, voilà, avec un président, avec les règles de la Russie d'aujourd'hui, c'est-à-dire enregistré par le ministère de la culture ou je ne sais quoi. C'est c'est un peu plus compliqué même qu'en France, mais en tout cas, ils ont un rôle, voilà. Aujourd'hui, ils ont le droit à la parole, donc voilà. Et il y a quand même environ 10 000 membres, bien évidemment, les descendants de ces... Et alors, la particularité de cette association aussi, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'elle donne la parole aux descendants qui ne sont pas nobles. Je m'explique. Mademoiselle Popov, la comtesse Popov, qui a le droit de rentrer dans l'Assemblée de la noblesse russe, a un fils, Vladimir. Vladimir n'a pas le droit de rentrer dans une assemblée nobiliaire a priori. Et pourquoi on ne lui donnerait pas la parole? C'est-à-dire, pourquoi on ne lui donnerait pas la possibilité d'être dans un groupe qui va partager quelque chose? Il a quelque chose à partager. Et notre association, en fait, nous avons donc les membres titulaires qui appliquent les règles absolues du droit à la noblesse, en rajoutant quand même une petite particularité, puisque notre assemblée, contrairement à l'Union de la noblesse russe, donc en Russie, reconnaît la maison impériale de Russie. À sa tête, Maria Vladimirovna. Ça génère quelques tensions. Mais bon, ceci étant, on donne la parole et le droit d'être
membres associés, et non pas titulaires de notre association, à tous ceux qui sont des collatéraux, qui ont ce droit et qui disent, moi, ça fait partie de mon histoire. Voilà. Alors, l'association que je préside en France est une association loi de 1901, puisque l'association en Russie, qui a donc fédéré un petit peu tous ces groupes, m'a demandé de pouvoir ouvrir un bureau en France. Il n'y avait pas de volonté de conflit avec l'Union de la noblesse russe, ce que j'ai accepté. Et donc, alors, les missions de l'Assemblée de la noblesse en Russie, sont des missions de mémoire. Alors, on organise des bals, on écrit des livres. On a continué quelque chose de très intéressant, c'est l'armorial de Russie qui a été initié par Paul Ier et qui n'a jamais été terminé. On a continué avec des peintres qui ont peint les armoiries et puis les explications. Il y a quand même pas mal de tomes, puisque les nobles réapparaissent, donc on les fait rentrer dans cet armorial. C'était une décision de Paul Ier, donc ça c'est formidable. Je pourrais vous montrer un tome, c'est un beau livre d'images. Les armes de Russie sont incroyables, il y a des animaux extraordinaires qui chapeautent les blasons, etc. Il y a un livre intéressant sur les blasons aussi, de M. Thibault, je crois, qui a fait une étude remarquable sur les blasons en Russie et qui les représente. C'est vraiment, vraiment superbe. Et alors nous, à Paris, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est les représentants. Je ne préside pas l'Assemblée de la noblesse russe, je suis mandaté par l'association. J'ai été officiellement investi pour mener ce bureau, on va dire, à Paris. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Bien, alors, on accepte les demandes qui, comme je vous l'ai dit, aussi bien ceux qui ont le droit à la noblesse, qui sont nobles, et ceux qui pourraient être les familles, les collatéraux, ceux qui n'ont pas un titre ou un droit quelconque. Donc voilà. Et puis alors, la question qui vous taraude, peut-être, je ne sais pas, la position, ou qu'est-ce que je pense de la monarchie, la restauration de la monarchie en Russie. Alors je dirais pas que c'est compliqué pour répondre à cette question, parce qu'en fait, la Russie, selon moi, est foncièrement, son essence est vraiment monarchique, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de la Russie, on l'a vu au travers de ce que je vous ai dit, on va traverser comme ça la période médiévale et puis jusqu'à l'Empire, jusqu'à le XVII, avec des monarques, avec des souverains. Et après, le petit passage de 70 années avec la période soviétique, c'est terrible, cette histoire, ce passage, pour nos familles et pour le peuple russe, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Le peuple reste foncièrement... alors je dis pas que tout le monde est comme ça, il pense tous les jours, mais on a bien vu l'ascension de certains au pouvoir en Russie, ça se fait du jour au lendemain. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le président russe s'est retrouvé président du jour au lendemain. Oui. Oui. Choisi par Yeltsin comme Premier ministre d'abord et très vite comme président. Alors, on parle de Vladimir Poutine à l'heure actuelle. Oui, voilà. Donc, en fait, ça, c'est à l'image de ce qu'est la Russie et la manière dont fonctionnent les Russes. Demain, quelqu'un décide de mettre un empereur, eh bien, tout le monde acceptera. Donc, pour répondre à votre question, déjà, la première chose, alors, selon moi, oui, il peut y avoir demain un monarque en Russie, peut-être plus vite qu'on puisse le croire, d'autant plus que la famille Romanov existe, il y a toujours. Maria Vladimirovna, dont d'ailleurs j'ai eu l'honneur de devenir le parrain de son petit-fils, voilà, l'un des parrains de son petit-fils, est présente. Je ne sais pas si... Je ne peux pas me permettre de préjuger de quoi que ce soit. C'est le choix des uns et des autres. Mais en tout cas, la famille Romanov existe encore.
Et comment vous expliquez justement cette fascination qu'on a pour les Romanov, que ce soit en Russie, mais aussi en France, il y a un grand attachement à cette famille. Ça va au-delà des Romanov, c'est c'est la fascination de la Russie en général. Pourquoi ? C'est parce que la Russie, c'est l'assassinat de Raspoutine, c'est l'assassinat des Romanov aussi, c'est les bijoux de Fabergé, c'est Dostoïevski, et tout ça, ça crée quelque chose qui dépasse un peu l'imaginaire. Oui, tout à fait. Et donc, voilà. L'interview touche à sa fin. J'ai une dernière question à vous poser. Si vous aviez un message à transmettre aux futures générations, vous avez un fils et une fille, si vous aviez un message à transmettre, lequel serait-il ? Alors, le message est le suivant. Le passé, c'est pas une nostalgie, c'est le passé, mais on ne construit pas l'avenir en faisant fi du passé. Donc, s'il y a un message à passer, prenez votre histoire, prenez le meilleur de ce que vos ancêtres ont pu faire et servez-vous-en pour le futur, pour vos actions, pour votre engagement. Merci infiniment, Prince. Merci. Frédéric également de m'avoir accompagné sur cette interview. On retrouve d'autres vidéos, d'autres interviews bientôt sur la chaîne YouTube de la Revue Dynastie. Et en attendant, avec Frédéric, on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir, Prince. Au revoir. Merci, Prince.